Merci beaucoup. L'Amir, bravo. دابا تبدا غتصوب داك الشيء واخا ديال الدراري الصغار كيف C'est un autre débat. ولكن راه tout est lié. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. واحد ولا جوج في المغرب alors que السيدات عندهم ديال شحال وديجا انا غنسمعوا بس تيكيسيون باش تصوب عينيك باش تصوب Maximum facile. لا لا لا, ils le font sur la canal, les chirurgiens pédiatres et les maximum faciles. Après, جميلة كتهضر بزاف مع الشمس انا جاي عندك شي بلاصه؟ لا ما تهضريش بزاف. Si Ben Ahmed, tu le mets directement. Si Ben Ahmed, il faut le mettre directement en diaporama à Tibet. لا لا هو غزال هو غزال هذا ورسالة هذا مع الضربات وتدرسوا الناس تبغوني نهضر afin de participer au 7e journée pédiatrique de la Terre. Professeur Benahmed est spécialiste en endocrinologie et en maladies métaboliques. Il est directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Et il est également fondateur d'une société de biotechnologie sur les nouvelles générations de marqueurs et des signatures épigénétiques dans les maladies chroniques. Il va nous parler aujourd'hui de l'épigénétique ainsi que des nouvelles perspectives qu'offre ce domaine de recherche en matière, en termes de prise en charge diagnostique, thérapeutique et surtout préventive. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus que je rencontre des amis que j'aime beaucoup et auxquels je suis attaché. Merci beaucoup. Le titre, c'est vous qui l'avez donné, c'est votre président, je crois. C'est un titre qui lui est allé. C'est vrai qu'on est dans une révolution dans le monde de la biologie, de la médecine. Je vais y revenir plusieurs fois. On est passé d'un dogme, mais moi j'ai grandi là-dedans comme médecin et comme scientifique, c'est que tout est fait dans le gène, dans la génétique. Une maladie, c'est d'abord la génétique. Et moi j'ai passé une bonne partie, ma première partie de chercheur, à aller courir derrière le gène du cancer de la prostate. Je ne sais pas, dans mes thésards que j'ai fait travailler dessus, je ne sais pas combien de biopsies on a séquencées. Hélas, on n'a jamais rien trouvé de gène muté dans le cancer de la prostate, etc. L'histoire était ailleurs, bien entendu, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de vous raconter. Mais surtout, une fois qu'on a découvert cette nouvelle histoire, que ce n'était pas dans les gènes, mais que c'est notre monde extérieur qui va fabriquer tout ça, que nos gènes sont contrôlés plutôt par nous-mêmes de l'extérieur. Mais au fond, ce qui va être important pour nous dans le domaine de la recherche et surtout de la médecine, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces connaissances? Qu'est-ce que ça va nous apporter?
et c'est quoi la nouveauté. Et c'est vrai qu'en vous racontant ça, je vais aussi aller vers cette idée qu'on va certainement évoluer avec ces connaissances-là d'une médecine curative pure et dure vers une médecine plutôt qui va anticiper, et je pense, Amina en a parlé tout à l'heure, et c'était très intéressant, parce que les outils que je vais vous décrire, ça donnera des biomarqueurs, et ces biomarqueurs sont déjà modifiés des années avant que la maladie n'apparaisse, 10 à 15 ans, maintenant on sait. Donc ce qui fait que ça va nous permettre d'anticiper et de voir les choses arriver. Et puis comme c'est du mode de vie qui est à l'origine de ces signatures-là, je vais le raconter de long là, je suis désolé d'anticiper un peu. Une fois qu'on a admis que c'est du mode de vie qui fait ces signatures-là, qui orientent vers les maladies, bah, c'est beaucoup plus facile d'aller modifier votre mode de vie que d'aller modifier l'expression de vos gènes quand ils sont mutés. Bien sûr. Donc on a un levier maintenant, et c'est ça qui est en train d'offrir énormément d'espoir dans cette médecine prédictive, préventive dont je parle. Alors très rapidement, donc j'aborde 3 parties à mon plan. Je vais d'abord faire quelques rappels pourquoi on est passé de la génétique à l'épigénétique, comment c'est arrivé. Et puis, une fois qu'on en est là, cette épigénétique, vous verrez, elle a donné énormément d'outils qu'on va utiliser comme des biomarqueurs. Je vais en dire quelques mots. Et puis, je finirai dans une 3e partie pour vous parler des leviers d'intervention sur ces marqueurs épigénétiques. Je mets aujourd'hui mon focus sur la nutrition. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure aussi. Elle est très importante, la nutrition de précision, même si d'autres impactants que la nutrition sont à l'origine de ces anomalies, à savoir les toxiques, dont on peut aussi parler très longuement, de même que le stress psycho-émotionnel est très important aussi dans la genèse de ces maladies-là. Alors, mais des rappels très vite, hein, ce sont donc, je suis sur les maladies chroniques. Bien entendu, tout le monde sait qu'elles sont en incidence, augmentation très élevée, que ce soit dans les pays économiquement développés, j'appelle au nord, ou dans des pays comme chez nous, ici, elles sont en augmentation sans arrêt. Toutes les données qui arrivent disent qu'en 2030, ça ne s'arrêtera pas, ça va continuer d'augmenter. L'origine, bien sûr, on va en parler au mode de vie, et puis ces interventions. Oui, pardon, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, je vais vous le dire là, ces maladies-là, je ne vais pas m'y arrêter, mais bien entendu, l'enfant est au cœur du problème, toutes les maladies neurodéveloppementales, etc. sont là. Dès le premier jour de la vie, du développement, jusqu'à, bien entendu, le vieillissement. Actuellement, il y a une énorme demande, par exemple, sur cette médecine anticipatrice. On a des outils pour voir ce qu'on appelle la sarcopénie ou des choses qui arrivent, de les voir à l'avant, et donc d'anticiper des dizaines d'années chez la personne âgée avant qu'elle perde son autonomie. Et ça, c'est très très important. Gagner 10 ans sur la perte d'autonomie, je parle de la France, c'est éviter d'aller mourir dans les EHPAD, par exemple, qui sont actuellement saturés. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de s'ouvrir. Alors, les maladies, ces maladies, 60% bien sûr des décès dans le monde. 80% ça survient dans les pays à faible revenu ou moyen, et avec une augmentation de 17% dans ces incidences qui est attendue dans les prochaines années. 2030, vous voyez, de 1,9 à 3,3 milliards de personnes seront en surpoids ou obèses, et on sait que ça pose beaucoup de problèmes au Maroc, qui c'est les maladies métaboliques, contre 1,3 en 2007. Plus de 500 millions de diabétiques, et on pense que vous projette alors qu'on était à 300 et quelques. Donc on voit que ça ne s'arrête pas. Alors je vous disais tout à l'heure, oui, là-dedans, il y a eu une révolution. Cette révolution, même si on l'a pressentie avant, je veux dire en 2 mots, le prix Nobel, je voulais commencer ça en préambule, j'ai oublié de vous dire, le prix Nobel de médecine cette année a été donné à l'épigénétique, comme vous le savez, à 2 chercheurs américains qui ont commencé à travailler sur ça il y a une 30aine d'années sur l'épigénétique, il n'y en avait personne. Bon, moi, j'étais un petit peu dans cette lancée, j'ai plus de 3 décennies aussi. Bon, ils ont eu le prix Nobel de médecine, très intéressant. Mais l'histoire a commencé à peu près 30 ans, même si les choses ont été mises sur la table réellement dans les années 2000. Pourquoi les années 2000, ça a été un tournant? Parce que nous courions tous, les chercheurs, les médecins, derrière le gène du cancer, le gène du diabète, le gène de l'Alzheimer. Donc on a dit, on va séquencer le génome humain. Et une fois qu'on a séquencé le génome, on va ouvrir ce grand livre, on a tout cet alphabet, et il ne va pas nous échapper ce gène, on va forcément le trouver puisqu'on a le livre ouvert et on va voir où ça ne va pas. On a séquencé le génome, bien entendu, on a ouvert, on a tout l'IT, et on s'est dit maintenant qu'on a toutes les séquences de tous les gènes, on va prendre 100 000 témoins, versus 100 000 cancéreux, même cancer, même stade, même âge, etc.
on va les séquencer les deux groupes, et le gène du cancer ne s'échappera pas, vous imaginez bien, on va le trouver forcément dans le... On a fait ça. Quand on a sorti le résultat, patatras, il n'y avait aucune différence entre, dans la séquence, j'entends bien, dans les cohortes de gens normaux et dans les gens conscients. Ah, donc l'histoire n'était pas dans le gène. Et donc très vite est arrivée cette rupture conceptuelle que la maladie, dans sa forme génétique, c'est-à-dire dans la séquence, en fait représente très très peu. On le sait aujourd'hui, c'est moins de 10% de causes des maladies vraiment la génétique, et que le reste, c'est que plutôt les maladies chroniques étaient dues à une programmation précoce, on va en parler parce que je suis avec les pédiatres avec vous aujourd'hui, précoce, dès les 1000 premiers jours, d'une anomalie ou d'un rapport pas très correct avec notre environnement et notre mode de vie. Donc quand je dis environnement, je simplifie très vite, c'est la nutrition, c'est l'exposition aux toxiques et c'est l'exposition au stress important. Sur ce, quand on a compris ça, moi j'ai fait partie de cette vague de chercheurs par exemple, où on pouvait en laboratoire refaire absolument toutes les maladies que nous voulions. C'était dit, si ce n'est pas des gènes, si c'est le mode de vie, on va prendre des modèles expérimentaux, on va les faire mal manger, des graisses saturées, donner des toxiques. Est-ce qu'ils vont faire des maladies? Ben, figurez-vous qu'ils faisaient absolument toutes les maladies que nous voulions. Donc c'était vraiment la démonstration par A plus B. Mais en ayant ces modèles, on avait une chance immense, c'est qu'on voyait la naissance de la maladie, liée au mode de vie, et on la voyait se développer. En voyant sa naissance, et c'est là qu'on est allé chercher la cause, et on a trouvé que c'était de l'épigénétique, mais là je vais vous en parler beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et on avait donc, pour la première fois sur ces modèles-là qu'on construisait nous-mêmes, on avait la signature très très précoce de la maladie quand elle se mettait en place. Et quand on a pris ces signatures-là, je vais y revenir tout à l'heure, on s'est dit, bah, c'est des modèles expérimentaux, c'est pas des humains. Est-ce que si on passe sur les humains, les vrais malades, est-ce qu'on va retrouver cette signature? Effectivement, tout était là. C'était exactement les mêmes types de signatures, parce qu'elles sont très conservées au cours de l'évolution, bien entendu. Donc, une fois qu'on a eu cette rupture conceptuelle, bien sûr, derrière sont arrivées les ruptures technologiques. Je ne sais pas, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, c'est quoi qui précède, le concept ou le matériel? C'est lié. Du coup, on a commencé à faire ce que je vous disais de la modélisation. On a commencé à doser ces marqueurs épigénétiques, etc. Les outils de l'IA sont arrivés, et donc on a pu démultiplier les associations de données, je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Et donc on a commencé à produire de nouveaux outils diagnostiques, en particulier préventifs et autres, et même thérapeutiques épigénétiques. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la précocité de l'apparition de ces signatures faisait qu'on ouvrait aussi, qu'on donnait des lettres de noblesse à la prévention. Avant de dire qu'on pouvait prévenir une maladie, anticiper sur une maladie, ça paraissait très théorique. Or là, on fait un prélèvement de sang, de salive, d'urine, on dose des marqueurs et on vous dit, bah, dans quelques années, il y a une susceptibilité de développer tel ou tel type de maladie. J'en ai parlé, je vais aller très vite là. S'il vous plaît, si je suis inquiet avec mon temps, il faut me signaler. Oui, vous me dites. Ouais, j'y reste combien? J'ai combien? 9 minutes passées. 9 minutes, ok, ça va, il reste 20 minutes. Presque, ok. Donc, simplement, ce que avertissez-moi s'il vous plaît, 5 minutes avant. Vous dites ça, ouais. Donc, je vous disais que c'est dans l'origine, effectivement, de nos modes de vie, mais je vais aller très vite, mais vous en doutez bien. C'est tous les produits chimiques, l'eau, l'air, les cosmétiques, les fameux perturbateurs endocriniens avec les pesticides dont vous avez entendu parler, les cosmétiques, tout ça on ne rentre pas dans le détail. Bien sûr, il y a des intoxications volontaires comme le tabac et l'alcool. Sachez que le tabac vient en première ligne et il bat absolument tout le monde, pour résumer les choses. Voilà. Et puis les alimentations déséquilibrées, le deuxième point, riches en graisses saturées, en glucides. C'est en lien avec l'obésité, le diabète, bien sûr, les maladies cardiovasculaires. Et puis, même si aujourd'hui je ne rentre pas dans le détail, le stress psychosocial, psycho-émotionnel, dans le travail, dans la relation, etc., est un des toxiques les plus extraordinaires. Je vais peut-être vous surprendre, il est parmi ce stress et parmi ceux qui modifient le plus les marqueurs épigénétiques toxiques qui accélèrent votre vieillissement et qui augmentent ce qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Donc, ça paraît théorique, un stress, ça ne paraît pas concret. Mais quand vous vivez dans le stress en permanence, votre sang, votre liquide biologique n'est absolument pas le même et il est plein de biomarqueurs qui génèrent des maladies.
Alors je rentre un petit peu plus dans le concret maintenant. Je vous ai parlé de l'épigénétique, La génétique, je résume très vite, la génétique, c'est quand vous faites le séquençage d'un gène. Un gène, il est à l'intérieur de l'ADN, et l'ADN, il est à l'intérieur de nos cellules. Sachez qu'une cellule, une seule cellule, quelques microns, renferme à peu près 2 mètres d'ADN. Est-ce que vous imaginez que quelques microns, dedans, il y a de l'ADN enroulé, 2 mètres d'ADN. Et les gènes sont dans cet ADN, ce sont simplement des séquences de l'alphabet, on appelle ça des nucléotides, c'est A, T, G, C, A, T, G, C, alphabet A, B, C, D, les 26, eux ils en ont que 4, et ça varie à l'infini, c'est 4, et ça vous fait des mots et des phrases. Donc voilà un petit peu les gènes. Je redis tout à l'heure, on avait cru que l'anomalie des gènes, parce que pour avoir une maladie, il faut qu'il y ait des protéines anormales. Selon le code génétique, la protéine est codée en amont par le gène. Donc on remonte trop vite en disant qu'est-ce qui se passe dans le gène. On a pensé que c'était de la séquence, ça n'est pas de la séquence. Donc la protéine est anormale, et l'épigénétique est arrivée, elle a dit c'est pas une histoire de séquence, c'est simplement le gène a changé parce que c'est un problème d'habillage. On va l'habiller différemment, et en étant habillé différemment, il va changer son niveau d'expression. Vous prenez par exemple ici la méthylation, vous prenez des groupes méthyl, je suis désolé, je vais essayer d'être quand même très simple. Vous prenez des groupes méthyl de CH3, vous les mettez sur la lettre du gène qui est la C, la cytosine, vous mettez beaucoup de méthyl dessus, le gène qui est là, à ce niveau-là, eh ben, il va s'éteindre, il ne s'exprimera plus. Il n'a pas changé de séquence, hein. Il a juste été habillé un peu trop, il va changer de séquence. Imaginez-vous que c'est un gène suppresseur de cancer, puisqu'on en a plein dans notre génome, c'est-à-dire un gène qui vous empêche d'avoir du cancer. Imaginez que c'est un gène suppresseur de cancer. Vous l'éteignez en lui mettant ce méthyl là-dessus, ben vous allez ouvrir la voie à un cancer tout simplement. Alors, ça c'est. Après, il y avait une deuxième voie, marqueur épigénétique qui change l'habillage. Je vous disais tout à l'heure que notre ADN, 2 mètres par cellule, en fait, il est enroulé autour de protéines qu'on appelle des histones. Ces histones protéines, elles sont chargées électriquement. Quand c'est des charges, les mêmes charges, qu'est-ce qui se passe? Elles se repoussent, bien entendu, et à ce moment-là, la chromatine est ouverte. Tous les gènes qui sont dans cet endroit-là vont se mettre à s'exprimer. Je reprends un exemple un peu différent. Vous avez un oncogène, quelque chose qui vous prédispose au cancer dans cette région-là, ben, ça va ouvrir là-dedans. À l'inverse, les histones chargées différemment, opposées, elles vont s'attirer, et là aussi, ça va avoir des conséquences sur l'expression de gènes. Ça, c'est les deux grosses... J'essaie de vulgariser l'épigénétique. Il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est que de la biochimie, de la chimie simple, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et le troisième levier de l'épigénétique, c'est celui-là qui a eu le prix Nobel de médecine aux 2 chercheurs américains, ils ont été récompensés que pour ça, c'est ce qu'on appelle, les ARN non codants. Ça, la médecine d'aujourd'hui et de demain, elle est autour de ces fameux ARN non codants. Vous allez en voir et en voir et en voir. Vous allez avoir des tests diagnostiques qui vont arriver dans le circuit bientôt et vous allez les voir. Ces ARN non codants, d'où vient-il? Je résume très vite. Quand on a séquencé le génome, tout le génome, c'est de l'ADN qu'on a séquencé. Vous savez que l'ADN donne de l'ARN et que l'ARN donne de la protéine. C'est le code génétique. Et on s'est dit, la première question qu'on s'est dit, quand on a séquencé le génome, quelle est la quantité de l'ADN qui va donner de l'ARN qui va finir en protéine? En gros, quelle est la quantité d'ADN qui va donner des ARN messagers? Parce que le mot messager veut dire, il va finir en protéine, ça veut dire ça. On s'est rendu compte qu'il y avait 3%. Là aussi, patatrac, c'est quoi cette histoire? Et alors, les 97%, ça sert à quoi? Certains ont osé dire à l'époque, c'est de l'ADN poubelle peut-être. Vous n'imaginez pas que la nature ne fait pas de la poubelle à ce stade-là. En fait, c'est de l'ADN qui va donner des ARN, mais ils ne seront pas messagers, ils ne deviendront jamais des protéines. On les appelle pour ça le terme de non-codant. Vous mettez non-coding dans la littérature, vous avez toute l'histoire du prix Nobel de ça. Alors ces non-codants, ils sont fascinants, parce qu'ils sont petits, ils sont hyper stables par rapport aux autres. On les retrouve dans des coupes de paraffine 2-3 ans après, ils ne bougent pas. Et ils se libèrent dans tous les milieux biologiques. Ils sont dans le sang, dans le plasma, dans le sérum, dans la salive, dans le truc, les urines, etc. Ce qui veut dire que pour la médecine, c'est une aubaine extraordinaire pour avoir des biomarqueurs non invasifs. Vous pouvez suivre l'histoire d'une maladie simplement en ayant de la salive. Le plus dur, ça sera d'avoir du plasma ou du sérum, vous imaginez? Maintenant, on arrive à avoir ça avec de la salive, dans les urines. Avec un petit, on se gratte la muqueuse à l'intérieur de la bouche, vous avez tout ce que vous voulez avec ça. Déjà, donc on a du non-invasif. Et leur but, c'est quoi leur but in fine?
Ils vont simplement s'opposer aux ARN messagers qui donnent des protéines pour les empêcher de donner des protéines simplement. Donc vous allez avoir une disparition des protéines parce que vous avez augmenté votre quantité d'ARN non codant simplement. Je simplifie, mais je vais y revenir parce que c'est important. Donc, à ce stade-là, si je fais un peu le point, je résume par rapport à ce que j'ai dit, même si je risque de me répéter, je suis désolé. Donc, l'épigénétique, pourquoi c'est une révolution? Quelles sont les ruptures et les nouveautés qui apparaissent? C'est une révolution dans la conception du monde vivant. Vous avez compris que tout n'est pas écrit, tout n'est pas prédéterminé, c'est le titre un peu de ce que vous me demandez, mais c'est le monde extérieur qui contrôle nos gènes, donc notre santé et la survenue de la maladie. D'où cette idée, ce passage de la fatalité à la responsabilité. Quelqu'un m'a fait remarquer que là, dans le mot responsabilité, il y a réponse. C'est la réponse que nous apportons à nos vies qui est importante dans cette histoire-là. Alors l'épigénétique, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle permet de mesurer cette fois-ci. Jusqu'à maintenant, si vous me dites c'est quoi la révolution, si vous me dites c'est quoi la révolution de l'épigénétique, en une phrase, c'est que c'est pour la première fois où on est capable de mesurer ce que vous mangez, si c'est bien ou pas bien. On peut mesurer si vous avez des toxiques dans votre sang, et on peut mesurer si vous vivez dans un état de burn-out ou de stress extra. On le mesure. Avant, on pressentait. Mais maintenant, on fait après la mort et on a tout ça. Donc, c'est la notion de mesure qui est révolutionnaire. Si on mesure votre relation avec l'environnement, on est capable de voir aussi quand vous l'avez changé. Si vous décidez de manger mieux ou d'avoir autre chose, on est capable de le voir aussi. C'est ça la révolution de l'épigénétique. Et je continue un peu, c'est même philosophique, parce que l'épigénétique, c'est aussi la manière de vivre avec les autres. C'est l'état émotionnel dans lequel vous vivez, dans votre famille, vos amis, etc. La petite histoire, et je n'irai pas plus loin, il y a une grosse cohorte qui a duré 40 ans qu'on a étudiée, et on a regardé lesquelles des personnes dans cette cohorte sont arrivées très vieux, à 90 ans et en bonne santé. On s'est rendu compte que là-dedans, il y avait un marqueur énorme de convivialité, des gens qui vivaient bien avec les autres. Je ferme la parenthèse pour vous dire que c'est aussi des choses qu'on ne croit pas mesurables, mais qui se mesurent maintenant. Alors, qu'est-ce qui est révolutionnaire? C'est que quand une fois qu'on a dit ça, on est dans la réversibilité, on est dans la correction qu'on n'avait pas avant. Donc, on peut, via la nutrition, la gestion du stress, corriger. Et puis, bien sûr, il y a cette nouvelle génération d'outils pour faire de la médecine prédictive et préventive. J'irai très vite parce que je l'ai dit. Voilà, la maladie en 2024, c'est quoi? C'est 3 entrées. La génétique, bien sûr, mais c'est moins de 10%, alors qu'on croyait que c'était tout. Le mode de vie, 80-90%, je vous ai parlé de ça. Et puis, surtout, pour vous, les pédiatres, sachez que la relation à l'environnement est la plus fragile et la plus importante les 1000 premiers jours de la vie. Cela, il ne faut jamais les rater. On ne se rend pas compte. C'est les 2 mois avant la conception, la grossesse et les 2-3 premières années de la vie, elles sont capitales dans la relation avec l'environnement. Et ça dicte énormément de choses. En tout cas, ça conditionne beaucoup de maladies qui vont apparaître. Voilà les 1000 premiers jours, j'étais un peu en train de dire, c'est très très important. Alors en gros, c'est la période de la grossesse, même un peu avant, et puis cette période après la naissance. Donc c'est très important. En tout cas, par exemple à Nice, mais ça on en a parlé, Mina aussi, à Nice, on a monté une énorme plateforme que sur les 1000 premiers jours. La pédiatrie et l'obstétrique demandent énormément parce que cette période-là, c'est une clé majeure pour anticiper sur les maladies plus tard. Donc c'est très très ouvert et c'est fascinant. Donc voilà, c'est simplement en gros pour dire que c'est à partir de cette période-là qu'on va protéger certainement l'adulte. Un mot aussi que je voulais vous dire qui est important parce qu'on en a parlé. Vous voyez que je vous ai parlé de l'environnement au sens toxique, stress et nutrition, et je vous ai, en tout cas je fais croire qu'elle va donner, ça donne toutes les maladies. Vous allez me dire, mais comment ces 3-là, ils donnent un cancer, ils peuvent donner un Alzheimer, ils peuvent donner des maladies auto-immunes, etc. Alors que ça paraît comme des maladies très différentes. En réalité, il y a un tronc commun à toutes les maladies chroniques. Ce tronc commun, et il a 3 composantes. Une composante dont vous avez commencé à en parler, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Quand vous avez une anomalie dans la nutrition, ça altère votre système immunitaire de toutes les façons, et vous mettez en place une inflammation chronique de bas grade. Alors regardez ce que je vous dis.
Elle est là, l'inflammation chronique de Bagra. Il n'y a aucune maladie chronique, regardez là, qui échappe à cet antécédent de la mise en place de l'inflammation chronique de Bagra. Donc nous, quand on veut démarrer dans la médecine prédictive préventive, on commence tout de suite à faire mesurer votre niveau d'inflammation chronique de Bagra dans votre sang, et on a déjà une idée si vous êtes susceptible, vous êtes en bonne santé, ou si vous êtes susceptible de basculer dans une maladie. Le deuxième processus qui est en amont de toutes les maladies, c'est ce qu'on appelle l'âge biologique. C'est Horvath, Steve Horvath, il y a quelques années, a beaucoup travaillé sur ça. Vous avez votre âge, on a tous deux âges ici. On a l'âge chronologique, hein, c'est la date de naissance, ça vous ne pouvez rien changer, elle est là, elle est constante. Vous pouvez essayer de la camoufler, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, elle est là. Et on a un deuxième âge qui est l'âge biologique. Alors qu'est-ce que c'est que cet âge biologique? L'âge biologique qui se mesure par l'épigénétique, par les niveaux de méthylation, les niveaux de micro-ARN, parce qu'on a des signatures en fonction de votre vieillissement. Donc on fait un prélèvement de sang, actuellement avec ça, il y a plus d'une centaine de gènes, on regarde le niveau de méthylation et on vous donne votre âge biologique, c'est-à-dire votre niveau de vieillissement biologique. Nous savons tous autour de moi que nous voyons tous des gens qui vieillissent plus vite que d'autres, comme nous voyons des gens qui vieillissent beaucoup moins vite, qui ont de la chance, qui vieillissent moins vite que d'autres. C'est l'âge biologique. Et ici, vous voyez, je vous ai mis cette diapo en pointillé, avec le temps qui passe, bien entendu. Nous vieillissons tous, donc vous avez ici en pointillé le temps qui passe en fonction de votre âge biologique, de votre âge chronologique, votre date de naissance. Et là, en petit rang, on a mis l'âge biologique, c'est-à-dire on a mesuré tous ces marqueurs épigénétiques. Quand tout se passe correctement, sans vouloir rêver, vous avez les deux qui se superposent. Vous voyez, les pointillés se superposent au point. Mais hélas, on peut vivre des situations différentes. Et vous voyez ici, dans la partie verte, vous avez des gens, si vous êtes dans la partie verte, vous vieillissez plus vite que votre âge biologique. Et regardez bien, toutes les études épidémiologiques, de cohortes, etc., montrent que c'est dans cette case-là que la mortalité est beaucoup plus importante, l'espérance de vie est moindre, vous développez le plus de maladies chroniques, et c'est là où le déclin avec le vieillissement est présent. Vous perdez l'autonomie, etc. Donc, et à l'inverse, dans cette partie rose, vous avez les chanceux, effectivement, qui vivent plus longtemps parce qu'ils veulent. Alors, quand je vous montre ça, on va dire c'est gentil, c'est bien, ok, on sait ça. Mais en fait, ceci est un outil extraordinaire pour intervenir en médecine et autres. Pourquoi? Parce que quand vous identifiez une personne dans la case verte, vous allez tout de suite retourner à son mode de vie, vous allez regarder de très près comment cette personne vit, etc. Et vous allez intervenir, avoir des leviers, des changements et de corrections. Et 6 mois après, vous dites, très bien, monsieur, madame, oh, il faut que j'aille vite. Parce que j'ai pas fini. C'est tellement passionnant, on ne sent pas le temps passer. Ok, d'accord. Alors, simplement pour vous dire... Comment ce que je voulais vous dire, nous avons là un outil extraordinaire pour pouvoir ralentir le vieillissement, en tout cas vous ramener au moins sur cette partie-là et donc empêcher les maladies, etc. À partir de maintenant, vous allez me voir accélérer, je suis désolé. Donc, regardez, ça c'est très intéressant parce qu'on a des marqueurs épigénétiques. Vous avez cette phase de la vie où vous êtes en bonne santé, mais vous avez cette petite transition pour basculer dans la maladie. Donc c'est très intéressant pour ces marqueurs-là de surveiller ces deux-là, puisqu'on mesure la bonne santé et la mauvaise santé. Et quand on est dans cette transition-là, c'est là où on va mettre le focus, etc., pour intervenir, et j'irai plus loin. Très brièvement sur les outils, et je vous redis encore, c'est ça qui a été récompensé. Vous voyez la méthylation dont j'ai parlé, les histones, et puis surtout les ARN non codants que vous voyez, mais je ne rentre pas dans le détail. Voilà un peu... J'allais dire la récompense suprême du Nobel cette année, c'est cette petite boule-là, c'est la détection de l'ARN messager, du micro-ARN, donc il est sécrété, et puis il va sortir, et à ce moment-là, il va contrôler cette inhibition de l'ARN messager, des protéines, etc. J'essaie d'aller vite. Pourquoi c'est capital en médecine, les micro-ARN? Pour vous résumer, regardez, ils sont sécrétés, on peut voir dans quoi ils sont dans le sang, ces microvésicules, on va les agir, etc. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de faire une biopsie pour aller dans le tissu cancéreux, le tissu malade, et c'est pas évident, pour aller trouver des signatures. Non,
Vous allez dans le sang, dans le plasma, dans la salive, liquide amniotique, les urines, le lait, etc. Et vous avez cette signature-là. La technologie est relativement simple lorsqu'on passe en routine. Nous, on travaille beaucoup dans le domaine de la recherche là-dessus. C'est de la PCR. Les gens qui font un peu de labo vous le diront, c'est le basique. Hein. Ça se mesure par de la PCR, mais bien sûr, c'est comme ça. Et très important pour les diagnostics, pronostics, prédictifs, dans la prédiction, et puis le theranostic, elle est capable de vous dire quel type de cancer. Ben, il va beaucoup plus, vous avez 4 lignes de chimiothérapie, ils vont vous dire non, celle-là elle sera plus efficace et moins toxique. Donc ça c'est une information de taille. Ah, vous avez un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, nous savons plus qu'il y a 2 cas qui sont pas sympathiques, mais les 8 cas, il faut laisser les gens tranquilles. Donc très vite, ces signatures vont vous dire, écoutez, cette personne-là dans les 8 cas, vous lui foutez la paix, il va bien manger, faire attention, vous suivez. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir à ce niveau. Je vous ai dit, c'est une nouvelle génération d'outils. Je vais donner quelques exemples. C'est là où j'ai profité pour aller vite, pour ne pas perdre de temps. Voilà. En gros, voilà les facteurs de risque, par exemple, dans votre mode de vie qui sont là, qui peuvent donner ce type de cancer. Ici, on est dans le cancer du pancréas. Regardez, c'est simple. On a le sérum, le plasma, le tissu, les urines. On a les sécrétions pancréatiques, etc. Et puis, à ce moment-là, on peut tous les mesurer. En gros, le type d'outil qu'on utilise. Ça, c'est très intéressant. Je prends toujours un peu le modèle du cancer parce que c'est là où les progrès sont immenses. Regardez les ARN non codants. Il n'y a pratiquement aucun point qui leur échappe dans le développement d'une tumeur. Depuis la cellule normale, son immortalisation, l'initiation, la progression, prolif, métastase, etc., y compris ses relations avec le monde extérieur, tout peut être visible et contrôlé par ces fameux non-coding RNA, les ARN non codants. Pour simplifier, aussi vous avez le cancer, un des cancers, je ne sais pas si c'est le sein, je ne sais pas. Ici, vous avez la signature diagnostique, ici, vous avez la signature prédiction avant, et vous avez la signature, la réponse thérapeutique que ça va avoir en fonction de ce que vous donnez. Voilà. J'ai mis cette dia aussi parce qu'elle était très intéressante, même si elle apparaît complexe. En fait, avec ces signatures-là, maintenant, on peut lire l'histoire d'un cancer de A à Z. Regardez, on peut regarder dans le sang tous ces marqueurs. Hein. Déjà, vous avez le sang. Vous pouvez l'avoir dans le tissu sans problème. Même quand vous faites l'endoscopie, etc., le prélèvement, vous avez des signatures. Vous avez des signatures dans la primaire, les métastases qui arrivent, etc. Donc, on peut lire le cancer pratiquement dans toute son histoire. Voilà, je ne vais pas refaire la même chose avec celui du sein, exactement le même type d'histoire. Maintenant, on a toutes les signatures autour, comment ça démarre, par quoi il a été affecté, comment il va répondre, à quoi il ne va pas répondre, etc. Ça, c'est un travail personnel que nous avons fait à l'INSERM à Lyon sur le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, comme vous le savez, c'est le PSA qu'on utilise pour le diagnostic. Le cancer le PSA, c'est 70% de fiabilité, 30% c'est l'inconnu. Là, on avait sorti des signatures avec une association de 3 micro-ARN. On avait plus de 95% de prédiction de ce type de cancer. Donc c'est autrement plus intéressant. Et c'est dans le sang comme le PSA, bien entendu. Et c'est probablement moins cher avec le temps parce que c'est de la PCR. Voilà. D'autres types de maladies, je profite d'être toutes les maladies neurodégénératives, spécifiquement, elles ont aussi leur signature. Hein. L'Alzheimer, etc., donc leur signature, le Parkinson. Très intéressant pour ceux que ça intéresse, le diabète. Regardez, on a actuellement les signatures de, par exemple, une situation d'obésité, vous avez la signature, et puis quand on va basculer de normal vers le prédiabète, vous avez les signatures dans le prédiabète, y compris quand le diabète s'installe. Donc on a toutes les signatures une par une. Pourquoi c'est très important? Parce que si vous soupçonnez un prédiabète, vous avez ces signatures, vous allez intervenir pour corriger, et vous regardez si ces signatures elles ont changé ou pas, parce que c'est ça qui va être important, parce qu'elles sont impliquées dans la maladie. Je continue d'aller vite. Ça, c'est toutes les maladies métaboliques, donc ce que je vous ai montré. Donc, on a les signatures de toutes les maladies métaboliques. Un mot, parce que je suis chez les pédiatres, et je ne sais pas si mon ami Medani est là ou il n'est pas là. Je vais refaire cette présentation dans l'archi-détail chez lui en février à Rabat, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà les signatures de l'autisme, bien sûr, qu'on a maintenant et qui sont très très intéressantes. Je vais juste vous montrer cette diapo sur l'autisme. Regardez, l'autisme explose, mais vous le savez mieux que moi, vous êtes dans ce domaine-là. Regardez dans les années 2000 et regardez dans les années 2018, c'est effrayant comme maladie qui est en train d'exploser. Alors, ce qui est passionnant, je dirais un mot tout à l'heure, c'est qu'elle est axée de l'épigénétique majoritairement et donc elle est accessible à l'impact du mode de vie dont on parle. Voilà. Quand c'est diagnostiqué tôt,
quand c'est diagnostiqué tôt, il y a un groupe suisse qui travaille beaucoup sur ça à Lausanne. Plus vous verrez l'autisme, il est diagnostiqué tôt, ils essaient de le diagnostiquer à la naissance. Plus il est diagnostiqué tôt, le cerveau étant encore en formation, donc ils interviennent à ce moment-là sur l'enfant et ils arrivent à faire rentrer beaucoup d'enfants à l'école primaire comme les autres, ce qui est une sacrée prouesse. Un mot sur la nutrition. Vous me donnez... On a 3 minutes en plus, mais Je peux arrêter. qu'est-ce qui reste? Bon, c'est la permission. Monsieur de Rachad, 3 minutes. 3 minutes. On a déjà dépassé 3 minutes. On a juste 3 minutes. Il y a un autre 3 minutes. Un bonus. Je suis désolé. Je suis désolé. On va réduire les questions. La nutrition est un levier important. Je vais aller très vite, vous verrez. C'est un levier très très important, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, la nutrition, c'est tout à l'heure, bien l'avait dit, c'est que de l'épigénétique. Les nutriments, tout ce que vous mangez passe que par l'épigénétique, passe pas pour autre chose, c'est pas des gènes normaux. Donc, c'est des activateurs, des inhibiteurs, des micro-RN et tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on vient de découvrir, voilà, ce que je vous ai mis ici, c'est, vous voyez, des aliments ici, et vous le voyez, ils modifient tout ce que je vous ai montré sur l'épigénétique. C'est rien d'autre que ça. Voilà. Et là, les plus importants dans la nutrition, maintenant qu'on a découvert, c'est pas ce qui fait des calories, mais ce qu'on appelle les micronutriments. Et dans les micronutriments, vous avez les complexes vitaminiques, etc., qui sont très importants. Et regardez bien, puisque je reviens un petit peu chez vous ici, regardez la nécessité et le côté capital de ces micronutriments. Regardez toutes leurs interventions, sur quoi ils jouent. Et vous avez le nutriment ici, et vous avez ces impacts, l'oxygène, etc., dont on a parlé longuement. Premier trimestre, le deuxième trimestre. Ici, c'est l'acide folique, l'iode, la vitamine D, caroténoïdes, les folates, oméga 3. Le troisième trimestre aussi, avec toutes ces demandes qu'il y a pour l'enfant. Et puis, jusqu'à les deux années. Et regardez l'intervention là-dedans sur le système nerveux, le rôle majeur que ça a sur le système nerveux, etc. C'est de l'épigénétique pure et dure. C'est l'hémpathologie que ça donne. C'est mon dernier... Cette nutrition, en fait, la grosse découverte, c'est qu'elle impacte l'épigénétique, mais depuis 8 ans, un peu moins de 10 ans, on s'est rendu compte qu'en réalité, la nutrition, elle joue directement sur l'épigénome, mais en réalité, elle passe par le microbiote. Tout à l'heure, j'ai mis quelqu'un. Sachez que l'autre révolution qui est en train d'arriver en médecine, c'est le microbiote. Le microbiote, quand on séquence nos gènes, en tant qu'humain, comme ça, vous avez à peu près, en bleu, voilà les gènes humains, chez quelqu'un comme nous. Tout ce qui est en rouge, c'est des gènes étrangers qui vivent en nous. Nous avons des milliards de bactéries, de virus qui sont partout logés chez nous. Un mot, vous enlevez ces milliards de bactéries, etc., on meurt, on n'est pas bien. Donc, la question, c'est pour ça que je vous avais mis, est-ce qu'on est encore des humains, au sens où on définit un humain, avec des gènes humains. Voilà. On est des porteurs de bactéries. On a besoin de ça. Sans ça, des vecteurs de bactéries. Absolument. Et ils sont là, se sont regardés, des milliards dans le côlon, en particulier chez l'homme, qui sont là, que vous retrouvez. Je vais vite. Mais ce que je voulais vous dire, peut-être le message majeur, jusqu'à maintenant, je vous ai raconté que la nutrition, c'est elle qui va contrôler la machine épigénétique, bien entendu. Mais maintenant, c'est un trio. C'est pas un duo, c'est un trio. C'est que la nutrition passe par le microbiote, et c'est le microbiote qui, lui, à son tour, va contrôler l'épigénétique. Donc, quand vous avez une maladie, une signature épigénétique, voilà un peu la complexité de la chose. Mais maintenant, imaginez un peu l'intérêt majeur, c'est qu'une fois qu'on a cette connaissance, ça veut dire qu'on va jouer ici, pour corriger cette machinerie épigénétique. Chose qu'on n'avait pas il y a quelques années, qu'on a maintenant dans notre activité. Le microbiote, il est important et j'aurais fini. Il a deux composantes, le microbiote. Il a les bactéries, tout ça dont on parle, la partie microbio, hein. Mais surtout, le microbiote fabrique ce qu'on appelle des métabolites. Les métabolites que vous voyez ici, c'est des acétates, des composés, des propionates, etc. Et ce sont ces métabolites, c'est des petites molécules qui vont contrôler la grosse machinerie de l'épigénétique. Voilà l'autre découverte, et on pense qu'on est dans une troisième révolution, génétique, épigénétique, et probablement ça. Et ça, ces petits métabolites, hein, qu'on dit, regardez, ils vous contrôlent l'inflammation, ils vous font un vieillissement, ils vous empêchent l'obésité, le diabète, etc. Cette dia est très jolie parce qu'elle vous montre ce que vous mangez, qui est là.
vous allez affecter votre microbiote par les bactéries et les métabolites, et regardez toute la machinerie que vous allez toucher, qui est importante. Très important, parce qu'elle touche le système immunitaire, ce microbiote, et quand elle touche le système immunitaire, je vous ai mis ça, cette dia sur les maladies inflammatoires qui est passionnante. Vous savez que nos jeunes, c'est la maladie numéro 1 qui est horrible chez les jeunes autour de 30 ans, la maladie de Crohn et autres, et c'est très lié. Ça, c'est un sujet normal. Regardez cette dia, vous avez votre microbiote qui est là, avec vos bactéries et vos métabolites, notamment les acides gras chaîne courte dont vous entendrez beaucoup parler. Et vous avez la barrière intestinale, et derrière la barrière intestinale, vous avez le système immunitaire qui est aux aguets. À peine quelques millimètres séparent, j'allais dire, les deux ennemis, et pourtant il ne se passe rien. Donc il y a une extraordinaire cohabitation entre les deux. Mais quand celui-là est perturbé, regardez ici dans la situation d'inflammation, vous mangez du McDo, etc., vous allez modifier cette composition, et là, de l'autre côté, le système immunitaire, l'interleukine, tous les points inflammatoires sont aux aguets, vont commencer à monter. Vous avez de l'inflammation, vous avez des cytokines pro-inflammatoires qui vont se déverser dans votre sang et qui vont aller partout dans votre corps. Et ça, c'est un gros problème. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'espoir, c'est qu'on corrige par de la diète, etc. Et regardez, en corrigeant tout ça, vous allez rebaisser ces marqueurs de l'inflammation. Donc, vous avez toute la chaîne de A à Z. Le cerveau, parce que je voulais vous montrer ça sur l'autisme et j'ai fini. Il y a une relation très spéciale avec le cerveau. Savez-vous que 80% de notre dopamine, tout le monde pense que dopamine c'est le cerveau bien sûr, 80% l'hormone, la molécule du bonheur, tout le monde pense que la dopamine c'est d'abord le cerveau. 80% de la dopamine est synthétisée dans le microbiote. Donc c'est lui qui fait ça. D'où cette relation très privilégiée. Vous êtes de mauvaise humeur, microbiote, etc. Je passe très vite. Je voulais vous montrer ça pour les pédiatres. Je ne peux pas ne pas vous la donner. Regardez tous les papiers qui sont en train de sortir jusqu'en 2022. Vous avez en rouge, c'est fini, les microbiotes dans toutes les maladies chroniques. Regardez le microbiote dans l'autisme. L'autisme, pour le monde, c'était de la génétique jusqu'à maintenant. Regardez le microbiote, la vitesse à laquelle les connaissances sont en train de s'accumuler sur le microbiote et l'autisme. J'ai fini. Oui, j'allais dire juste à Amina tout à l'heure un mot. Je voulais vous montrer cette mémoire épigénétique. Vous avez parlé d'oxygène, je ne sais pas qui en a parlé de l'oxygène, etc., qui peut laisser des empreintes. Vous avez une empreinte épigénétique, elle peut faire ça. Merci, voilà. Les organisateurs s'inquiètent. Merci beaucoup pour avoir permis donc, de voyager à travers donc, ce monde épigénétique et vous avez vraiment insisté sur les éléments vraiment les plus, ce qui est nouveau dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, j'étais resté sur ma fin, mais à la fin vous avez parlé de ça, c'est vraiment les métabolites du microbiote qui déterminent beaucoup de choses, et en l'occurrence le butyrate. Le butyrate, et à travers l'HDAC, l'histone déacétylase, et là ça renvoie vers les prix Nobel. Et puis deuxième remarque, c'est les micro-ARN qui peuvent être aussi au niveau de l'intestin en interaction avec le microbiote et peuvent même rentrer dans la genèse de certaines affections rhumatismales en l'occurrence. Absolument. Et on ne le dit pas, le lait maternel par exemple est d'une richesse extraordinaire en micro-ARN et il contrôle énormément de processus. On pensait que le lait, l'apporter, c'était que de la nutrition. En fait, il y a des signalisations extraordinaires. Comme malheureusement on est pris par le temps, on va permettre deux questions. Rapidement, je voudrais juste... merci, M. Mehmed, c'est la deuxième fois que je vous entends, c'est toujours un plaisir. Je voudrais vous demander pour l'autisme, bien préciser pour l'autisme non syndromique, parce que l'autisme syndromique, il a ses causes. L'autisme syndromique, il a son étiologie, ne serait-ce que le fait des cétoniuries, des choses. Bien sûr. Je parle de l'autisme non syndromique. C'est celui-là dont on parle. Alors, par rapport à cet autisme non syndromique, l'action de l'épigénétique, elle intervient au niveau de la formation des protéines, parce que maintenant, on sait qu'il y a des protéines, l'orexine, l'angine, 3, 4, tout ça, qui interviennent pour la communication, ou bien nous sommes en relation avec les métaux lourds apportés par l'alimentation ou par le vaccin. Alors, les deux mécanismes. On agit sur les protéines neuronales, l'angiline 3, l'angiline 4, l'orexine, ou bien on intervient par les métaux lourds. Alors je vais vous dire, les deux ont été mis en avant.
Je n'ai pas osé dire un mot sur les métaux. Oui, ça pèse lourd, c'est le cas de le dire. Ils sont très très appliqués. Mais ces protéines aussi sont impliquées. On a des signatures micro-ARN sur ces protéines. D'accord. On prend une deuxième question. La dernière. Madame Omri. Ah oui, il y a une autre question, Madame Omri, bien avant. Merci, Juste après, professeur Benhmet, pour cette conférence vraiment passionnante. Moi, ma question, c'est une intervention en même temps relative à la faisabilité de ces marqueurs épigénétiques. Est-ce que ces marqueurs sont suffisamment costauds actuellement pour pouvoir être validés et quelle est leur faisabilité? Ça, c'est la première question. Lorsque je parle de la validité de ces marqueurs en termes d'études qui a concerné à peu près toutes les couches sociales et toutes les variétés ethniques. Parce que, comme vous l'avez très bien souligné, la maladie est en rapport avec l'environnement et l'environnement change. La faisabilité, je fais allusion à la disposition de ces marqueurs parce qu'ils sont relativement chers et nous, dans les pays du Sud, on n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir ce luxe pour le moment. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, c'est relatif au pavé des maladies infectieuses. Est-ce que l'épigénétique a un mot à dire en matière de prédisposition de maladies infectieuses? Je fais allusion à la tuberculose, paludisme, parce qu'il y a deux chercheurs, sûrement vous le savez, c'est Laurent Abdel et Casanova, qui ont fait pas mal de publications sur la prédisposition génétique des maladies infectieuses. Est-ce que l'épigénétique a un mot à dire là-dessus? Merci. Merci pour vos questions. Alors, deux parties. Bien sûr que l'épigénétique, même si la cause de la maladie, c'est éventuellement le virus ou la bactérie, mais la mécanique de l'infection qui se met derrière, c'est de l'épigénétique pure et dure. Vous allez affecter votre système immunitaire, vous allez créer de l'inflammation chronique, etc., etc. C'est de l'épigénétique. Donc une maladie après une infection n'évolue pas de la même façon chez tout le monde, nous le savons. Et ça, c'est la machinerie épigénétique, effectivement, qui intervient là-dessus. Il y a énormément de données sur lesquelles on commence à travailler. Je reviens, c'est comme pour le type de cancer, une fois que le diagnostic il est posé, on traite par de la chimio, mais nous savons très bien que la machinerie épigénétique va accompagner tout ça. On a vu donc des interventions de type nutritionnel qui vont faire que vous allez amoindrir la symptomatologie, etc. Ça joue de ce côté-là. Maintenant, je reviens à la première question sur la faisabilité de ça. Dans la faisabilité, bien entendu, la partie ARN non codant, et c'est pour ça qu'elle a du succès impressionnant, la partie des ARN non codants, elle est extraordinaire pour la mettre en routine et elle n'est pas chère. Ça n'est pas pour rien que le prix Nobel de médecine a récompensé ça. Vous savez, quand on donne le prix Nobel, c'est déjà une découverte, mais quand on vous dit que c'est pour la médecine, ça veut dire que ça va changer la maladie, le cours de la maladie. Les ARN non codants ont été donnés parce que ça va être accessible à tout le monde et c'est pas cher. Pourquoi ça n'est pas cher? Pourquoi c'est intéressant? D'abord, ils sont partout. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller maintenant vers la salive, par exemple. La personne va cracher dans un buvard, elle vous met ça dans une enveloppe et elle l'envoie au labo. Vous n'avez pas besoin d'infirmière qui va piquer, nana, etc. Donc n'importe qui dans l'arrière-pays reculé en campagne, vous allez recueillir ça et vous allez avoir ça chez vous. La deuxième chose que vous avez, c'est que ce sont des molécules d'une stabilité extraordinaire. Vous reprenez des coupes de paraffine depuis 2-3 ans, vous les trouvez, le sang, vous le retrouvez. Et puis le troisième qui fait qu'on milite pour ça et que ça va être accessible à tout le monde, c'est que doser un micro-ARN, c'est de la PCR. Ça revient en France, nous en basique c'est 3 euros, 2 euros. Donc voilà où on en est. C'est pour ça que c'est quelque chose. La récompense du Nobel, elle a été donnée pour ça. Parce que ça va être des outils de médecine basiques. Pour tout le monde, c'est important. Voilà. Ma dernière petite question. Je suis en retard. Oui, je voulais juste vous prendre votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase suivante? Les gènes, c'est le disque dur et l'épigénétique, c'est le logiciel. Alors, moi, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis maintenant que le génome, avec l'ADN, tout ça,
le génome avec l'ADN, c'est le logiciel de base sur lequel l'environnement vient jouer. Il va vous chanter la musique qu'il veut. Vous avez votre ADN, vos gènes, etc. Et c'est l'épigénétique qui vient dire, ah ben toi tu vas t'exprimer comme gène, toi tu t'exprimes pas. Et l'épigénétique, ce qui est aussi révolutionnaire, c'est qu'elle va dire ça, l'épigénétique va dire ça, à tel gène s'exprimer ou pas, et si c'est tel gène qui est mauvais, ben vous êtes malade, si c'est un bon gène, vous restez en bonne santé. Mais ce qui est intéressant, c'est l'épigénétique dit ça, parce que la façon dont vous avez mangé, bu, dormi, etc., c'est elle qui va dire à l'épigénétique de dire ça. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci à tout le monde.